Les invités que nous recevons cet après-midi sont la preuve que les liens d'amitié sont parfois plus forts que tout autre sentiment. Pour moi, c'est comme un frère. C'est une relation qui est très très forte. C'est un lien qu'on a définitivement. Atteinte d'une maladie, Odile finit par devenir non-voyante. Après avoir longtemps caché son handicap, cette mère de famille va s'initier à la course à pied. J'avais honte, en fait, de mon handicap. Et là, donc, en faisant mes balades, j'entendais ces gens qui couraient autour de moi. Et je me dis, mais tiens, mais je pourrais courir avec mon chien. Je crois que 6 mois après, je faisais déjà mon premier marathon. Odile court avec plusieurs voyants, dont certains se révèlent un peu trop possessifs. Mais grâce à sa rencontre avec Gérard, tout va changer. Gérard est différent. En fait, son regard me correspondait vraiment. Je dis toujours, avec tes yeux, j'ai l'impression de voir. Joe est diabétique et va vivre longtemps avec cette maladie sans trop se poser de questions, jusqu'au jour où ses reins finissent par le trahir. L'état de mes reins nécessitait en fait une transplantation. J'en avais besoin pour vivre. C'est grâce à la bonté d'Étienne, un collègue de travail, que Joe va renaître. Un don de soi qui le bouleverse encore aujourd'hui. Quand j'ai connu Joe, je me suis dit, si un jour je pouvais l'aider, j'hésiterais pas. Donc ça fait tilt et je lui dis, écoute, je suis prêt à donner un de mes reins. C'était une générosité sans pareil. À ma connaissance, je connais personne qui fait ça. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. Ce n'est pas de moi, c'est de Voltaire. Ce ne sont pas mes invités d'aujourd'hui qui diront le contraire. Dans ces duos, l'un, à un moment donné, a eu besoin de l'autre. Pourtant, ils n'étaient que collègues pour Étienne et Joe. Quant à Odile et Gérard, ils étaient même des inconnus. Et c'est ce véritable don de soi qui a posé les bases d'une belle amitié, une amitié indéfectible et inspirante, dont nos invités vont nous parler aujourd'hui, avec beaucoup de pudeur, j'en suis sûr, mais je suis très heureux qu'ils partagent ça avec nous. Merci d'être là. Odile, vous êtes non-voyante. En quoi cette rencontre avec Gérard a changé votre vie ? D'abord, au sens propre, c'est me guider, parce qu'on fait des courses ensemble. Et donc, c'est important de le dire, donc vous courez des marathons ? Je cours les marathons, et donc il faut que je sois accompagnée. J'ai bien sûr plusieurs guides, tous différents, évidemment, avec leur façon de s'exprimer. Mais Gérard a eu ce petit plus, cette sensibilité, cette façon de partager qui a renforcé une amitié au fil du temps. J'ai la même question, Gérard. En quoi cette rencontre a apporté quelque chose qui n'existait pas dans votre existence ? Je pense qu'en fait, c'est vrai qu'au départ, c'est le partage d'une passion, hein, le partage de la passion de la course à pied, et puis des affinités. Mais c'est un sentiment, enfin bon, que ce soit l'amitié, l'amour, voilà, je sais pas. Moi, je pense que ça s'explique pas. Et vous, est-ce que je peux vous poser la question ? Donc, Joe, vous avez été atteint d'une maladie, laquelle ? Le diabète. Le diabète depuis l'âge de 13 ans. Donc, qui a façonné un petit peu ma vie, parce que j'ai dû m'adapter depuis très jeune, en fait, à vivre ça. Et en 2006, donc, vos reins ne fonctionnaient plus qu'à 10%. C'est juste. J'avais 2 solutions. La première, qui était la plus immédiate, qui était les dialyses. Il fallait que je fasse les dialyses 3 fois par semaine. Et dans une deuxième phase, faire une demande de mettre dans une liste d'attente pour un rein. Voilà. Bon, finalement, vous n'avez pas eu à attendre parce que la personne qui est à côté de vous, exact. Et on verra tout à l'heure qu'à ce moment-là, vous faites partie d'un groupe d'amis du travail, exact. Au fond. Donc, c'est quoi ? C'est un copain à ce moment-là ? À ce moment-là, c'était un collègue, copain, parce que dans notre travail, on avait une équipe relativement soudée. Étienne a changé radicalement en fait ma qualité de vie. Et en fait, après, il est devenu pratiquement comme un frère. Donc voilà. Parce qu'en fait, il vous a fait le don d'un rein. Et il m'a fait un don d'un rein, oui, exactement. Alors, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, savoir dans quelles circonstances ça s'est fait, comment vous avez réagi quand il vous a proposé ça, on verra ça tout à l'heure. Vous, Étienne, vous diriez finalement que cette relation, elle a de quelle nature finalement, aujourd'hui ? C'est comme le dit Joe,
Effectivement, c'est comme un frère. Je veux dire, voilà, on a des liens qui sont très très forts, lui et moi. Donc on verra de quelle nature il est, même si je sais que vous êtes pudique. En tout cas, ça n'est légal en France que depuis 2011. Donc ce don entre amis. Donc vous nous direz effectivement voilà, comment ça s'est passé, à quoi on réfléchit dans ces circonstances-là, et qu'est-ce que ça peut changer comme type de relation. Et à côté de vous, donc Pascal, qui est psychologue, merci d'être là. Merci beaucoup. Alors Odile, avant de comprendre un petit peu quel genre de sportif vous êtes, et de femme d'exception, ça on l'a compris, à quoi est due votre cécité au départ ? J'ai une maladie congénitale, une rétinite pigmentaire. Donc, dès la naissance, j'étais atteinte de cette maladie, cette rétine qui se régénère pas et qui, plus ou moins, suivant les cas, nous plonge dans le noir complet plus ou moins rapidement. Voilà. Ce qui est fou dans votre histoire, c'est que ça a été diagnostiqué à l'âge de 11 ans, c'est ça ? Est-ce qu'on peut parler de ces 11 premières années où il y a une sorte de, on va dire, de déni autour de vous, finalement ? Tout à fait. La maladie, à l'époque, n'était pas connue, il y a 50 ans en arrière. Et puis bon, voilà, on se rendait bien compte que je tombais régulièrement, que je me cognais, que je voyais pas au tableau, que je pouvais pas écrire. On s'est pas plus posé de questions jusqu'au jour où l'instituteur de mon village a dit il faudrait peut-être faire un diagnostic. Et là, je suis allée à Strasbourg, dans un centre de recherche, où on a diagnostiqué ma maladie. Et voilà, il n'y a rien à faire. Encore aujourd'hui, on est à fond dans la recherche. Et comme c'est congénital, pour l'instant, il y a des portes qui s'ouvrent, mais peut-être que je n'en bénéficierai pas, quoi. Alors Odile, on va parler de l'amitié, oui. Donc ce que des êtres humains peuvent faire pour d'autres êtres humains. Mais dans votre histoire à vous, vous auriez pu ne plus avoir foi en l'humain. Parce que, au fond, avant que ça soit diagnostiqué, vous avez vécu des situations assez terribles quand vous êtes enfant. Toute ma scolarité primaire, j'ai pas vraiment de souvenirs d'amitié parce que j'étais pas comme tout le monde, comme mon frère d'ailleurs qui a le même handicap. Et j'ai dû commencer à me battre lorsque j'ai dû rentrer en 6e. Et là, il fallait prendre un bus pour aller à cette école, à ce collège. Et des tas de choses. Oui, on est à la risée des autres. C'était la bigleuse. Ça, c'était votre surnom. Oui. Quand on est enfant, qu'on entend ça, qu'est-ce qu'on ressent ? C'est très dur. Et étant très timide, on ne se rebelle pas. On prend des coups, verbalement. Et là, par contre, a commencé déjà une amitié avec Liliane, qui, pendant 4 ans, a été formidable avec moi. Par contre, il y avait toujours de l'incompréhension par les professeurs qui ne comprenaient pas que je ne pouvais pas lire leurs questions, par exemple. Donc Liliane me les soufflait et je savais écrire, j'écrivais les réponses. Bien sûr, après, c'était du copiage et tout ça. Non, les professeurs ne savaient pas qu'elle était en train de vous aider. Ils pensaient que vous étiez en train de vous copier. C'est ça. Donc ça a été difficile. Mais bon, on a toujours fonctionné comme ça pendant ces 4 ans et ça a été assez fort. Mon papa s'était déplacé pour dire que voilà, j'avais une maladie, mais qu'on pouvait rien y faire et que j'essayais de suivre ma scolarité, tant bien que mal. Mais voilà, des jeunes professeurs n'avaient pas compris. On vous envoyait au tableau, par exemple ? Je refusais. Parce que j'avais déjà peur de trébucher sur la petite marche qui montait pour aller au tableau. Il y en a certains qui me mettaient carrément dans le couloir, pensant que je ne voulais pas travailler. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là, une scène quand vous êtes dans le couloir ? Parce que là, c'est le comble de la justice à ce moment-là. Tout à fait. Je me disais, un jour peut-être je me vengerai. Je me suis pas vengée, mais j'ai donné une leçon en réunissant un jour la dernière classe, ma 3e, avec les élèves de ma classe et les professeurs. Je les ai invités le jour de mes 40 ans. Là, je dis, vous voyez, je ne savais pas vous répondre, je ne savais pas vous dire ça. Voilà, j'ai montré que je savais aussi me défendre, quoi. Bon, 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, mais il y a eu beaucoup d'embûches. J'ai un souvenir vraiment, je prenais le bus, le chauffeur de bus s'arrête devant le collège, il attendait que le bus à l'avant dépose les autres élèves qui sortent du bus, moi étant assis quand même au premier rang et descendant la première parce que mes parents avaient demandé, je ne savais pas qu'il y avait un autre bus et qu'il attendait. Moi, la porte s'ouvre, je descends. Et au même moment, le chauffeur de bus s'avance. Et donc, je suis tombée
en descendant du bus, puisqu'il était en action, en mouvement. Et alors là, c'était les insultes du chauffeur. Tu peux pas faire attention, mais tu vois pas clair. Bah non, je vois pas clair. Et voilà, c'est des tas de choses comme ça qui ont fait que quand il y avait ça des nous jeux... renforce. Alors, on va voir, ça c'est peut-être avec le recul que ça renforce. Mais Oui. à ce moment-là, ça fait quoi quand on est enfant? On a envie de disparaître. Très dur. Parce qu'en fait, c'est de la compréhension. Les gens autour de nous, comme je disais, les professeurs, les élèves, les parents à la maison très occupés par leur travail. Et oui, j'avais beau dire, mais c'est de la compréhension. Comment ça se passait pour les examens? Oh là, très difficile. Alors, je me suis arrivée en 3e, comme tout le monde. Grâce à Liliane, toujours, j'ai su le programme. Je pense qu'à l'oral du BEPS, eh bien, j'ai tout appris. J'ai pris allemand en langue et j'ai appris tous les textes qui étaient au programme. Je les ai tous appris par cœur. Et en y mettant du ton, hein. Et j'ai récité. Et je suis sûre que le prof à l'oral l'a jamais su que je ne voyais pas. C'est une fierté? Oui. Oui. J'étais contente parce que j'ai dit, il n'a rien vu. Et moi, j'ai su lire mon texte, j'ai su répondre. Et voilà, et j'ai eu mon brevet, quoi, comme les autres. Et comment? Parce que, vous savez, ce qui trouble beaucoup, et je vous le dis, tous ceux qui sont là sont en train de vous regarder, il y a à la fois un sourire, beaucoup de tendresse. Comment on fait pour avoir foi en l'humanité quand on vit autant d'injustice et d'humiliation? Alors, je dirais que j'ai la foi et que je me disais toujours, parce que j'avais une grand-mère aussi qui vivait avec nous, et elle disait toujours, tu t'en sortiras, il faut croire. Et peut-être que ça m'a donné de la force et que ça m'a fait traverser certains passages très difficiles. Est-ce que cette Liliane, finalement, a été de ceux Oui. qui vous ont fait penser qu'il y avait des humains qui étaient bons? Oui, tout à fait. C'est une amie que j'ai gardée de tout le temps, encore aujourd'hui. Bon, vous l'embrasserez, Liliane. On va reprendre votre récit dans un instant. Étienne et Joe, je voulais savoir effectivement comment vous entrez dans la vie de l'autre. À quel moment, finalement, ça se passe? C'est au travail? Donc, effectivement, c'est dans le cas, on travaille tous les deux dans une grande multinationale. Enfin, on travaillait, puisque Joe est maintenant à la retraite. Et donc, dans ce cadre-là, on a commencé à collaborer. Et puis, voilà. Donc, vous êtes des collègues, et j'ai envie de dire déjà un peu plus. Vous voyez dans la vraie vie, en dehors du travail, à cette période-là. Est-ce que vous sauriez dire aujourd'hui, dans ce groupe, ce qui vous a plu dans la personnalité de Joe? Alors, Joe nous a toujours tenu au courant très, très ouvertement qu'il était malade, qu'il était diabétique, que ça avait certaines implications, qu'il devait faire un peu attention, etc. Il y avait des petits signes qui montraient que, justement, il prenait soin de lui. Il allait, tout d'un coup, il s'absentait durant un meeting pour pouvoir aller faire un contrôle de son insuline. Quand on allait manger au restaurant d'entreprise, il faisait très attention à ce qu'il mangeait. Donc, très rapidement, je me suis dit, si un jour je pouvais l'aider, j'hésiterais pas. Voilà. On verra d'où ça vient, cette histoire. Est-ce que c'est une histoire d'éducation? On va en parler tout à l'heure. Vous, Joe, vous avez été habitué finalement très jeune à être très attentif. Oui. Donc, dès l'adolescence, ça donne une place particulière dans le groupe d'amis? Oui et non. En fait, je pensais être plus discret. Il avait quand même remarqué que je faisais très attention. Mais en fait, j'ai toujours fait une vie normale, mais je suis relativement discret, effectivement. C'est vrai que, sachant que ma maladie m'obligeait à être soigneux et faire très attention, donc peut-être mes collègues ont senti ça chez moi. J'ai eu aussi des fois des hypoglycémies pendant le travail. J'ai affecté donc un petit peu l'ambiance dans ce cadre-là. Les collègues étaient aussi un peu plus attentifs. Mais quand vous aviez, on verra comment Étienne a vécu ses hypoglycémies, mais quand vous aviez une hypoglycémie, c'était de votre fait? C'était très difficile à l'époque de savoir à quel état on était. On devait prendre de l'insuline à l'avance.
Et puis après, on devait coordonner entre l'alimentation et le sport, l'exercice. Et c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, j'ai la chance de ne plus être diabétique, mais c'est vrai que je devais tout planifier un peu à l'avance. Et parfois, l'hypoglycémie arrivait sans que je m'attende. Ouais. Vous avez des souvenirs de certaines hypoglycémies ? C'était un peu exceptionnel, mais je me souviens d'un épisode où mes collègues m'ont appelé un peu d'une manière un peu urgente en me disant Joe est en hypoglycémie, on n'arrive pas à le convaincre qu'il doit faire quelque chose. Et puis, comme c'est moi qui étais le plus proche de lui, donc je suis arrivé vers lui, et puis je lui ai mis un verre de soda devant lui, puis je lui ai dit, écoute, discute pas et bois ce verre de soda parce que maintenant c'est nécessaire que tu le fasses. Donc au début, il était un peu réticent, puis il a compris qu'il n'y avait pas de discussion possible, et il a pris ce verre de soda, et au bout de vraiment 5 minutes, il était de nouveau très bien. Il était de nouveau bien. Donc c'était vraiment nécessaire. Vous vous rappelez de ce moment où il vous dit « discute pas » ? Absolument. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Je savais inconsciemment qu'il y avait des moments où il fallait que j'accepte quand je ne savais pas quoi faire, ce qui était le cas des hypoglycémies. On est là, un peu perdu. On ne sait pas prendre des décisions. C'est vrai que je suis très indépendant, et puis j'aime pas qu'on me dise « fais ci ou fais pas ça ». Mais dans ce cas particulier, surtout dans le cadre de ma santé, quelqu'un qui me propose du sucre, parce qu'il sait très bien pourquoi il le dit, inconsciemment, je l'acceptais. Alors, l'autonomie, l'indépendance, c'est important. Odile, j'ai la sensation que c'est aussi votre cas. Je pense que moi, plus d'une fois, j'avais honte, en fait, de mon handicap. Même au collège, et ça aussi, alors il faut se battre. Mais moi, il n'y avait pas moyen, je ne pouvais pas cacher, je ne pouvais pas avancer plus, ou je ne pouvais pas lire ce qu'il y avait au tableau, c'était sûr. Et j'avais une honte de l'handicap. Il n'y avait qu'à la maison où j'étais bien, en fait, parce qu'on savait que j'avais ce souci-là. Mais à l'extérieur... Et après, il y a eu ce moment où j'ai commencé à prendre une canne. Et là aussi, c'est le regard des autres. Et c'est presque une honte. On me regarde. Et de ne pas voir, ou de très mal voir à ce moment-là, c'est la peur de mal faire. Et c'est très difficile. Donc moi, je n'ai pas eu le moyen de gérer parce que j'étais obligée. Il n'y avait pas de solution, en fait. Et donc, quand je disais autonomie, vous allez vous marier assez jeune ? Je me marie à l'âge de 20 ans, effectivement, avec quelqu'un de très gentil qui m'a bien sûr dit qu'il acceptait mon handicap et que tout va bien se passer. Et j'ai eu 2 enfants, 2 garçons, et que j'ai dû élever avec des moyens, bien sûr, aussi, où il m'a beaucoup aidé à préparer les biberons et tout ça. Mais après, c'était un petit peu plus chaotique. Voilà, où j'ai dû me battre pour élever les enfants, parce qu'il n'était pas présent lors des repas. Et c'est difficile de gérer deux garçons à 2 ans d'écart. Et... par exemple, lors d'un repas, maman, il me lance des petits pois, maman, il me lance du yaourt, et tout ça, non. Et là, c'est aussi difficile de savoir dire, attendez, moi, je prends pas la part ni pour l'un ni pour l'autre, je m'en vais, vous mangez comme vous voulez. Et ça a souvent bien marché, et ça a tout de suite stoppé. Et voilà, il y a des tas de petites choses après à mettre en place lorsqu'on a des enfants, quoi. Et pendant toutes ces années, vous avez vos enfants. Vous avez parlé d'amitié dans votre enfance ou l'adolescence. Là, est-ce que vous avez la sensation d'avoir des amis ? Je dirais pas amis, parce qu'à l'époque, donc, je vivais en caserne. C'était plutôt de l'aide, de la solidarité d'autres femmes de la caserne. Votre mari est militaire, ça ? C'est ça. Et donc, j'avais quelqu'un qui pouvait me faire des courses. J'avais déjà des mamans d'élèves qui emmenaient mes enfants, parce que j'étais incapable de traverser la route toute seule avec mes 2 enfants. Donc ça aussi, il faut accepter. Quand les garçons revenaient de l'école, il y en a un qui l'a bien accepté, qui me racontait ce qui s'est passé. Et le plus jeune, il me disait, moi j'ai déjà expliqué tout à la dame qui est venue me chercher, donc je le répète pas. Voilà, donc il faut savoir faire aussi la part des choses.
Et alors, à 35 ans, est-ce qu'on peut dire que votre vie a basculé? Parce que vous avez pour la première fois un chien, c'est ça? Un chien guide? Oui. En fait, à un moment donné, mon mari a été très malade, a dû être hospitalisé. Et là, ça a été un petit peu la prise de conscience. Eh bien, je retirais jamais d'argent avec la carte bancaire. Donc, je savais même pas comment ça se passe. Il y a des tas de choses que je ne savais pas faire parce que c'est lui qui faisait. Et j'ai dû remédier à tout ça. Puis après, j'ai demandé un chien guide pour me déplacer. Et en fait, voilà, je renais, on va dire. Je commence à prendre tout en main et à me déplacer, à vivre simplement, d'une autre façon. Et alors, la course à pied, parce qu'on va voir que vous êtes une championne, mais la course à pied, elle rentre dans votre vie à quel moment? Et quelle place elle prend? Quel rôle elle joue? Alors longtemps, je me suis mise... D'abord, j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui m'a mise au tandem. Donc j'ai fait beaucoup de tandem, de la compétition. Du vélo tandem, c'est ça? Vélo tandem, tout à fait. J'ai commencé par ça, et en faisant de la compétition, et j'étais championne de France d'ailleurs. Et après, il y a eu ce basculement où j'ai divorcé, et où je me suis retrouvée seule, mais avec mon chien guide. Et donc, je pouvais toujours me déplacer, Et là, donc, en faisant mes balades, j'entendais ces gens qui couraient autour de moi sur le parcours que je faisais. Et je me dis, mais tiens, mais je pourrais courir avec mon chien. Et très vite, il y a des gens qui me disent, vous voulez pas courir avec nous? Et oui, pourquoi pas? Malgré que dans ma tête, je disais, jamais je vais pouvoir courir, passer par-dessus les cailloux et tout ça. Et puis finalement, ça s'est fait très vite. En l'espace de 6 mois, ça s'est fait. Et comme j'avais l'endurance encore du tandem, je crois que 6 mois après, je faisais déjà mon premier marathon. Il y avait d'autres êtres humains, avant Gérard, qui vous avaient proposé de courir avec vous, d'accord, d'être votre guide. Oui. Mais alors, quelque chose qu'on n'imagine pas, on sait que ça existe en amour ou en amitié, mais ça existe aussi dans cette relation, c'est que c'était des gens possessifs. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, possessif? Possessif, ça veut dire... allez, on va courir. Le fait de courir... Alors, j'étais dans un groupe, je cours un petit peu avec l'un, un petit peu avec l'autre, que chacun s'habitue, et puis aussi d'échanger. Et puis après, on va faire cette course-là. Ok, ça se passe très bien et tout. On décide de faire une autre course, mais il était impossible que je la fasse avec une autre personne. La personne-là, c'était... non, mais tu vas pas faire la course avec lui, hein. C'est moi. C'est justement cette façon de dire c'est moi, c'est lui qui était le dieu de la course qui m'a appris à courir et qui devient possessif ou qui n'accepte pas que je fasse d'autres choses. Mais ça existait dans le tandem pareil, hein. Ça a été la même chose. Pourquoi lui et pas moi, quoi? Et ils le formulent comme ça ou ils trouvent des prétextes? Ils le font comprendre. Avec mon pilote de tandem, avec qui j'étais champion de France, le fait d'aller faire du tandem avec une autre personne, pour lui, c'était impossible. C'était lui le champion, c'est lui qui m'a fait gagner, puisque c'est grâce à lui que j'étais championne de France. Il n'était pas question d'aller faire du tandem avec d'autres. C'était lui. Et ils attendaient de vous une exclusivité. C'est ça. Oui, j'étais leur chose et voilà. Une petite anecdote, il y a souvent, à la fin d'une course, il reste 200 mètres ou même 100 mètres. Quand on court, on a un lien au poignet. Et à ce moment-là, on me lâche, on me dit « Vas-y, c'est ta course, c'est toi qui passes la ligne en premier. » Et pourtant, on sait que je déteste ça. Parce qu'on a de la concentration tout le long. On va passer cette ligne d'arrivée. Non, j'ai fait la course avec toi. Je la passe avec toi. Et là, ça me demande une concentration terrible déjà d'aller droit. Mais en fait, après réflexion, est-ce que c'est pas pour qu'on dise « Mais tiens, mais il est où le guide ?» Est-ce que c'est pas pour le remettre lui en premier? Mais c'est lui le guide, mais il faut qu'il vienne là. En fait, je me suis posé la question. Hein, je ne sais pas. Non, mais on a une psy qui est là, elle va nous expliquer les relations humaines sont complexes. Donc c'est intéressant ce que vous dites. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que cette personne qui a l'air humble en disant vas-y, c'est toi. Oui. C'est un peu comme les gens quand on fait une photo de groupe et qui disent non, je veux pas être sur la photo, on parle que d'eux pendant 10 minutes. C'est ça. C'est ça, non? C'est ça. Je suis pas en train de dire Pascal. Je pose la question à Pascal. Peut-être. Les relations humaines, c'est votre job, hein, c'est votre métier, c'est votre formation. Elles sont parfois complexes. D'abord, est-ce que ça vous étonne d'entendre parler de ça? Parce qu'au fond, on est en train de parler de l'amitié,
avec effectivement une composante d'altruisme, et puis découvrir qu'il y a des relations toxiques finalement dans ce genre de relations, Oui, parce que gratitude, de don et d'exclusivité exigée. Alors oui, c'est pas forcément d'ailleurs pour obtenir de la gratitude que le guide se trouve à exiger quelque chose, mais parce que il la traite un peu comme il la considère comme un objet. Enfin, il considère la personne qui est aidée comme un objet. Odile a prononcé ce mot de chose. J'étais sa chose, et c'est ça. Il y a des personnes qui peuvent aller dans cette relation, enfin des guides qui certains, la majorité, la grande majorité, non, mais certaines personnes peuvent se proposer comme guide ou entrer dans ce type de relation parce que justement, ils veulent un objet. Et les objets, on les trouve, les personnes objets, chez les personnes vulnérables, surtout en premier lieu. C'est les personnes les plus faciles à attraper, si je puis dire. Et donc, c'est un lieu privilégié de ce type d'échange. Après, c'est vrai qu'Odile sait assez bien se défendre de ce genre d'écueil, malgré tout. Et puis, les exemples qu'on a ici, notamment avec Gérard, est que la plupart des personnes qui sont des guides, de personnes non-voyantes ou autres d'ailleurs, sont dans une relation complètement différente qui n'est pas toxique, mais ça peut être une relation toxique parce que ça peut être une relation de sujet à objet. Et alors, Gérard, je vous voyais écouter Odile raconter la vie avant vous, avant de parler de votre rencontre, et que Odile nous dise en quoi vous êtes différent de tous les autres. J'aimerais savoir, vous, finalement, comment vous êtes retrouvé dans cette situation. Vous aviez déjà accompagné des gens qui étaient non-voyants et qui couraient. En fait, moi j'ai commencé à faire de la course à pied dans les années fin des années 70, et puis c'est vrai que c'est très rapidement devenu une passion. Et un jour, dans un journal de course à pied, j'ai vu une petite annonce coureurs non-voyants cherchent des guides pour l'entraînement et tout ça. Qu'est-ce que vous dites dans votre tête à ce moment-là quand vous lisez ça? Moi je m'éclate quand je cours. Effectivement, lui, il peut pas le faire tout seul, quoi. Donc voilà, vous identifiez à cette personne en vous disant « Waouh, elle ne peut pas avoir accès à ce... » C'est ça, exactement. Souvent, la relation d'aide, justement, c'est déclenché par cette forme d'empathie et de capacité à se mettre à la place de l'autre. Et très souvent, c'est cette pensée qui précède le début d'une relation d'aide ou même, justement, d'un don. C'est-à-dire, la personne est capable de se mettre à la place de l'autre et du coup, de donner, puisqu'elle aimerait recevoir si elle était à cette place-là. Et en fin de compte, ça, c'est fondamental. Je vous approuve, Étienne. C'est ça, j'entends, c'est tout à fait ça. C'est que finalement, Odile et comme Joe ont un handicap. C'est absolument pas de leur faute. Je veux dire, voilà. Et nous, on est des privilégiés. Enfin, généralement, on est des privilégiés. Et donc, pour donner accès à cette liberté, on peut facilement les aider en faisant quelque chose. Enfin, voilà. Et donc, Gérard, vous répondez à l'annonce. Et donc, j'ai rencontré Alain, ce copain, on a commencé à courir ensemble avec... Et alors là, avec des passages très difficiles, j'entendais Odile qui parlait tout à l'heure de honte, de gêne. Et c'est pareil, les premiers temps, c'est très difficile Bon, moi, j'avais connu des non-voyants dans mon entourage, mais pas de manière aussi proche. Et je veux dire, quand on a fait les premiers entraînements et qu'il s'est ramassé des bûches et que vous êtes à côté et que... Et mince, et c'est de ma faute parce que... Est-ce qui est difficile parce que vous vous sentez responsable? Oui. Ou c'est d'assister à un moment... Non, c'est en termes de responsabilité et presque de culpabilité, quoi. Mince, il est tombé, là. Et là, je trouve que c'est là où mon apprentissage finalement a commencé, c'est-à-dire que là il m'a dit mais écoute Gérard, c'est pas grave, des bûches, j'en ai pris depuis que je suis tout petit. Par contre, ce qui est important pour toi, voilà, un petit caillou, toi par réflexe, tu passes dessus. Pour moi, c'est un obstacle. Et là, il y a après tout cet apprentissage, un trottoir. Attention, un trottoir. Ouais, d'accord, mais le trottoir, il monte ou il descend. Donc il y a tout ça sont des réflexes. Voilà un escalier. Oui, mais dans quel sens l'escalier? Et tout ça, ça devient des réflexes. Arriver à signaler le plus petit obstacle. Et tout ça, ça s'apprend. Ça devient vite une habitude. C'est naturel, hein, finalement. Et au-delà de la différence du handicap et de la cécité, c'est l'acceptation de la différence. C'est-à-dire que
voilà, de prendre les gens comme ils sont, et puis ce qui ne m'empêche pas parfois d'avoir un avis critique, mais voilà, c'est cette acceptation de la différence, et je pense que ça, c'est quelque chose qui... Ouais, c'est une belle richesse, ça, et c'est bien grâce à ses copains et ses copines que j'ai fait ce chemin, moi, par rapport... Donc, ça vous apprend à décrire le monde? Absolument. Est-ce que, du coup, ça vous amène à voir le monde différemment ou à être plus observateur, même en dehors des moments de guidage? Alors là, on va y venir avec Odile. Là, c'est la spécificité. C'est bien, tant mieux, c'est une super question. Là, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que Alain, c'est vrai qu'on avait... c'était un très bon camarade, un bon copain, on se marrait bien dans les courses. C'est vrai que... Parce que vous courez en riant, en plus. Ah bah oui, heureusement. Mais vous voyez des choses comme par exemple Alain qui me dit tiens, là on vient de croiser une femme. Ah bon? Bah oui, parce que il y a un parfum. Donc tout ça sont des... Vous voyez, c'est des choses. Bah oui, effectivement, on vient de croiser une femme, je l'ai vue, ok. Et lui, il le sait. Donc après, évidemment, il y a tout ce sur quoi on peut jouer là-dessus. Et il y a ce cheminement. Et alors avec une relation entre mecs, on court, on rigole, on fait des choses. Donc la rencontre avec Odile. Alors la rencontre avec Odile, et c'est là pour répondre à Pascal, c'est-à-dire que je pense que là il s'est passé autre chose, c'est-à-dire que justement par rapport à l'observation, c'est vrai que le fait que la sensibilité d'Odile, alors peut-être aussi le fait que ce soit une femme, que notre relation du coup soit différente. Je pense qu'il y a Odile est quelqu'un de curieux, d'intéressé, d'intéressante. Enfin voilà, je veux dire qu'elle a beaucoup de qualités. Enfin bon, de toute façon, j'ai eu l'occasion de lui dire. Et je pense que ça aussi, nos discussions nous ont amenés à échanger sur des sujets, des bouquins. Mais vous rencontrez comment? Alors, on s'est rencontrés en Espagne sur une course BOB San-Sébastien. On était avec des copains. J'étais avec Alain, là, justement. On a fait notre course, on a échangé. Et Odile, dans la discussion, dit dans 15 jours, je veux faire le marathon de La Rochelle. Mais je ne suis pas certain que la personne qui s'est proposée pour m'accompagner tienne le coup. Puis, c'est pas sûr et tout ça. Mais donc là, Odile, pardon, c'est un petit appel du pied à ce moment-là. Mais vous ne savez pas encore à qui vous avez affaire? Pas du tout. C'était la première rencontre et je connaissais pas. Et puis, mais moi, je suis disponible. Si tu veux, je peux te guider. Et donc, ok. Et voilà, c'est parti. On fait notre premier marathon à La Rochelle. Et là, s'enchaînent d'autres choses. Notamment, l'année d'après, on décide de faire le marathon des Sables, qui est en plein désert. Et voilà. Et donc, c'est vrai que Gérard est différent. Enfin, pas différent. Il a une sensibilité. Parce que c'est pas donné à tout le monde aussi de tout le temps parler, de décrire, de trouver tout de suite le mot. C'est pas facile. Et Gérard a su donner des explications. En fait, son regard me correspondait vraiment. Je dis toujours, avec tes yeux, j'ai l'impression de voir. J'y suis là, je vois comme tu me décris, j'arrive à me faire une image telle qu'elle est. Et dans ce désert, pour dire qu'il observe et qu'il regarde, nous, on entend bien. Et donc, j'ai dit à Gérard, j'entends des petits oiseaux, là. Il dit, attends, on est en plein désert. On dit, tu crois qu'il y a des oiseaux dans le désert? Mais ça va pas. T'es plus lucide, qu'il me dit. Bon, j'ai dit, c'est peut-être vrai, parce qu'en fait, on sortait de la nuit, parce qu'on avait marché la nuit, et il fallait arriver. Et donc, je le redis. Je dis, Gérard, je crois quand même qu'il y a des oiseaux. Et là, il dit, mais oui, Odile, mais je vois des oiseaux, des tout petits, noirs et blancs. Et puis il continue, mais je vois même leur nid. Alors, je vous dire que ce nid, il a été pris en photo entre les brindilles. Il y avait un nid avec 3 œufs. Et j'ai toujours cette grande photo où Gérard a vu. Donc, il dit, sans toi, j'aurais jamais vu ce nid, quoi. Et voilà. Puis il y a d'autres anecdotes comme ça très fortes dans le désert, notamment, parce que c'est vraiment un endroit propice et bien hostile. Et... Contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a plein de choses à voir dans le désert. Et effectivement, je pense que tout seul, je les aurais pas vus. C'est clair que quand je cours, je suis dans ma course, et le fait d'être avec Odile, alors parler, raconter, et ça, c'est vrai que c'est... oui, là aussi, il y a tout ce... l'enrichissement des mots, l'observation, et oui, le désert, il y a plein de choses à raconter, il y a plein de choses à voir dans le désert.
Alors effectivement, c'est un endroit hostile où il faut compter les uns sur les autres. Et puis, vous nous parlerez notamment d'un magnifique coucher de soleil, Odile. D'accord, j'ai besoin de savoir effectivement comment vous avez vécu ça ensemble. Étienne et Joe, je dis pour ceux qui nous rejoignent, donc vous êtes connus dans le cadre du travail. Même si Joe essaie de déranger personne, vous remarquez quand même qu'il est amené à faire très attention. Du diabète, vous dites 3 dialyses par semaine. À quel moment vous vous rendez compte que ça devient plus grave? Joe nous tenait régulièrement au courant de l'évolution de sa maladie. Puis en 2006, il nous dit on n'arrive plus à stabiliser correctement mon diabète. On va faire des examens plus approfondis pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Jusqu'au moment où, fin 2006, où il nous dit mes reins sont vraiment trop abîmés et je devrais subir probablement des dialyses. Et donc, à quel moment, vous, Étienne, dans votre esprit, vous traverse l'idée que vous pourriez l'aider? Alors, c'est déjà bien avant. Quand j'ai connu Joe et puis qu'on est devenus plus que des collègues, que je me suis dit, si un jour je pouvais l'aider, je l'aiderais. Et ce qui dit beaucoup de vous, finalement, c'est que c'était quelque chose de naturel. Vos parents, ils faisaient quoi? Mes parents, ils étaient dans le domaine paramédical, donc ils tenaient une pension pour personnes âgées. Donc, c'est spécialement, disons, l'exemple de ma maman qui m'a un peu forgé. Et elle s'est toujours dévouée un peu pour les autres. Et puis, elle m'a aussi appris à prendre mes responsabilités quand je prends des décisions. Enfin, avant de prendre une décision, il faut réfléchir. Il faut savoir qu'est-ce que ça va impliquer, quels sont les risques. Et j'ai toujours fonctionné de cette manière-là. Étienne, on verra dans un instant comment Joe a réagi quand vous lui avez fait cette proposition. Mais au moment où vous décidez de lui proposer, de lui faire le don d'un rein, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous vous demandez comment il va l'accepter? Est-ce que vous cherchez les mots ou est-ce que vous allez direct? Alors, en fait, ça s'est fait un peu spontanément. Il me dit, je dois passer devant une commission des médecins, mais je devrais probablement subir des dialyses. Et moi, dialyse, je sais, du point de vue médical, je sais que l'alternative aux dialyses, c'est un don du rein. C'est un don d'organe. Donc, ça fait tilt. Et je lui dis, écoute, moi, si tu veux, on peut très bien commencer des démarches pour arriver à faire une transplantation de rein. Je suis prêt à donner un de mes reins. Alors, vous sortez ça, et puis après vous dites, oups, est-ce que je me suis pas trop avancé, ou etc. Non, mais c'est honnête, c'est important de le dire. C'est-à-dire que vous réalisez quoi? Les conséquences, vous réalisez les enjeux, les risques? Alors non, parce que en fait, finalement, il y a tout d'un coup beaucoup de questions qui se posent à soi, parce que finalement, on dit, ça c'est l'idée, mais après, comment est-ce que ça va être mis en œuvre? Quels sont les risques, quelles sont les conséquences, etc. On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est là où alors on se commence à poser des tas de questions et on veut avoir une réponse rapidement à ces questions. On verra tout à l'heure comment Joe a réagi quand vous l'avez dit, en tout cas spontanément, et puis comment ça s'est déroulé et qu'est-ce que ce don a changé effectivement dans votre relation. On verra ça dans un instant. Odile, on est resté au moment du récit dans le désert. Donc c'est pas rien parce que là c'est quoi? C'est 150 km sur plusieurs jours? 250 km. 250 km en autonomie. Ça veut dire avec notre sac à dos, nos repas, notre couchage, tout. On nous fournit juste l'eau et voilà, sur 6 étapes. Donc ça veut dire passer vraiment quelques jours avant les contrôles, toute la course de 6 jours et le retour. Donc les difficultés dès le départ, c'est quoi? Porter déjà un sac à dos qui pèse 10 kilos, 12 kilos. La chaleur, ça me faisait pas peur, parce que j'aime bien la chaleur, et puis on ne sait pas. Et après, donc je connaissais déjà Gérard. Au niveau, c'est vrai que la première fois, on s'est dit, mais jamais on va y arriver, mais c'est pas possible. Au bout d'1 heure, déjà, je tombe dans des cailloux, parce que le désert, on croit que c'est que du sable. Et non, il y a du sable. Mais il y a
Il y a des... Comment ça s'appelle, ce qu'on grimpe là? Les djebels, voilà. C'est vraiment presque de l'escalade. Il y a de l'herbe à chameau, c'est des gros tocs d'herbe entourés de sable que le vent a mis autour. C'est très dur, quoi. Il faut slalomer. C'est autant d'obstacles, en tout cas, pour vous. C'est des obstacles sans fin, et dans les cailloux, au bout d'1 heure de course, je tombe, je roule avec mon sac à dos, je me fous de la cheville. On a dit, ça y est, c'est terminé. Et pour moi, c'était impensable d'avoir fait des sacrifices d'entraînement, des finances et tout ça, et d'être là avec Gérard et de m'arrêter, quoi. Et j'ai eu la chance que le médecin a su faire un strapping, enfin bien me bander la cheville. Et on a tout fait en marchant très vite. On a réussi, et même en courant un petit peu, quand je pouvais. Et c'est vrai que ça a été vraiment là une expérience très riche, très forte, et où on a le temps de discuter, forcément, en étant autant de temps ensemble. Et voilà, et toujours cet œil observateur, de décrire les paysages, l'horizon, de me décrire les autres personnes, et notamment lors donc d'une certaine étape où on arrive et dans ce silence immense, on avance et on arrive. Allez, on y va. On arrive bientôt en haut de la dune. Et là, il s'arrête. Et il pleure. C'est trop magnifique, c'est magnifique. Le soleil qui est rasant, qui donne certaines couleurs sur les dunes. Donc, suivant comment elles sont positionnées, il y a des parties grises, d'autres qui sont bien éclairées. C'est plus jaune, d'autres plus rouge. Et puis qui dit, mais tu ne les vois pas. Mais j'ai dit, mais attends, je le vois. C'est pas si j'étais dans ma cuisine que je les verrais. Donc là, je le vis. Je vis ça. Et je dis, mais je le vois par tes yeux. C'est vrai que c'est très beau, fort, quoi. C'était beau, c'était beau en pleurer. Enfin, je pleurais. Moi aussi, du coup. Ben oui, voilà. Et je crois que c'est ça qui est très difficile. C'est de se dire, voilà, la personne qui est à côté de moi, elle ne voit pas ça. C'est-à-dire que tout ce que je peux ressentir là en ce moment, voilà, je ne sais pas ce qui se passe chez elle, mais elle ne le voit pas. Et je racontais à Odile, et je pleurais, et je dis à Odile, mais j'aimerais tellement pouvoir te faire partager ça. Et là, il y a eu un blanc, et Odile m'a dit, mais tu me le fais partager. Et, oui, je le vois. Ça, voilà, et je pense que c'est à ce moment-là, voilà, c'est vrai, je pense qu'il y a des moments, je crois que c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il s'est passé quelque chose de très fort, quoi. Il y a une communion, mais je crois que c'est là que réellement notre amitié a démarré, quoi. Et alors, à ce stade précis du récit, au moment où vous êtes en train de regarder ensemble ce coucher de soleil, donc vous êtes dans un partage, c'est plein de symboles, ça a beaucoup de sens. Oui. Vous êtes en larmes tous les deux. Oui. Donc, je vais vous poser la question que tout le monde se pose au même moment, et on verra quelle est votre vie, parce qu'on n'en a pas parlé. On a l'impression que vous êtes en train de tomber amoureux. Non, c'est pas ça. Non. C'est vraiment un partage. Et malgré tout ce partage, il y a toujours le respect de l'un de l'autre. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Et je pense que c'est ça le sens propre de l'amitié. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a le respect. Alors, c'est important parce que vous parlez d'ambiguïté donc, dans votre esprit à vous. Et comment les gens qui partagent votre vie vivent cette complicité assez unique que vous avez? Je pense que déjà, c'est avant tout le partage d'une passion. Je crois qu'il y a le partage de cette passion, le partage de l'aventure. En plus, effectivement, il y a ce feeling, et ça s'explique pas. Après, par rapport au conjoint, enfin, pour ce qui concerne ma compagne, je pense qu'elle connaît ma passion, elle connaît Odile. Enfin on se voit en couple, en dehors de nos aventures de course à pied. Et et vous, Odile, quel mot on utilise pour apaiser ou tranquilliser la personne qui partage sa vie quand on décrit des moments aussi intenses? Oui, en fait, c'est un petit peu différent dans le sens que à partir du moment où j'ai envie de faire quelque chose, de vivre quelque chose, il sait que je ne vais pas pouvoir le faire toute seule. Donc il y a déjà, obligatoirement, il sait que je vais le faire, que je serai accompagnée. Donc il y a déjà cette acceptation.
Il m'a accompagné aussi sur des courses, sur des marathons. Aujourd'hui, il ne peut plus courir. Mais donc, il sait que si moi, c'est toujours ma passion. Et forcément, déjà, il va accepter que je sois accompagnée. Donc, il y a déjà cette première chose. Après, je pense que quelquefois, il doit se dire, mince, oui, elle partage des choses avec Gérard et pas avec moi. Mais il est le premier à m'encourager. Là, dans quelques temps, dimanche, je vais faire un marathon. Je vais le faire d'ailleurs avec un guide, parce que Gérard m'a lâché. Allez-y, faites passer des messages. L'exclusivité, ça marche aussi dans l'autre sens. Et c'est génial, c'est ça que je voulais entendre. Donc, il m'a lâché. C'est bon, je le fais quand même. Je vais le faire. Je vais voir. Moi, tu m'as dit. Attendez, c'est une vraie question, Odile, justement, pour le coup. Parce que tout à l'heure, on a parlé effectivement de ce partenaire qui était exclusif, on a même dit toxique. Oui. Et puis finalement, quand on partage autant de connivence, d'abord, je pose la question à Gérard, est-ce que c'est dur de dire non? Non. De dire je peux pas ou je peux. Non. Je pense qu'on est. Voilà, je pense qu'il y a la disponibilité. Voilà, aussi bien, je veux dire, en termes de forme, en termes de programme. Donc vous dites, ça vous est jamais arrivé de vous vexer quand Gérard pouvait pas ou vous disiez non? J'étais un peu vexée. C'est authentique de votre part. Non, parce qu'il est parti le mois dernier de faire un marathon avec un copain, un ami même. Vrai. Et puis là, il me dit, j'ai vraiment des ennuis, enfin de déménagement et tout ça, donc je pourrais pas te guider au marathon. Ouais, mais moi je suis inscrite et tout, on a programmé. Donc voilà, je vais courir avec Denis, ça va être une première, que je connais pas plus que ça. Ça va vraiment être une première, et puis on va partager ça, quoi. Voilà. Et si c'est la naissance d'une nouvelle amitié, Odile, vous n'êtes pas jaloux, Gérard? Je plaisante. J'ai compris que non. Mais on verra. Mais en tout cas, et pour revenir sur cette relation, parce que encore une fois, il y a une relation d'aide entre vous, mais c'est bilatéral. C'est-à-dire qu'il vous est arrivé, vous, d'avoir des crampes, je pense au marathon de Paris, et finalement, du coup, vous êtes dans cette situation où vous êtes là pour aider, mais vous n'êtes pas en mesure de le faire. Gérard, au 39e, il dit « Oh là, j'ai des crampes qui arrivent. » On marche. Parce que je ressens autant d'écoute de sa part pour me donner confiance et d'aller au bout, que là, c'était à mon tour de dire « Non, mais on marche, on va reprendre. Récupère un peu, attends que ça passe, et puis on y va. » Ça fait du bien aussi de sentir... Parce que moi, je dirais, oui, c'est un partage, mais c'est quand même le guide qui est quand même le principal moteur, parce qu'il nous encourage, c'est lui qui nous fait aller où il faut, qui nous amène au bout, tout en étant vraiment un partage. Mais quand on peut, nous, aussi, les booster et les réconforter, et coacher. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ce qui est fou, c'est que Odile, donc vous nous l'avez expliqué, donc... mais c'est quand vous croit. Parce qu'en fait, quand on rencontre Gérard, on a la sensation que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Vous confirmez? Ah oui, tout à fait. Je pars faire une course avec Gérard, mais je pars, mais sereine, mais vraiment tranquille, pas comme le dimanche qui va venir. Il y a des messages, hein, pas si subliminaux que ça. Non, mais je veux dire... Denis, si tu nous écoutes... Je suis sereine et tout, parce que je sais que il n'y a pas de questions à se poser. C'est naturel. Quoi qu'on fasse, si on a un petit souci, on ira au bout, tranquille. C'est tranquille. Après, en dehors de la course à pied, si j'ai un souci ou autre, une question, je sais que Gérard va être à l'écoute aussi et va me donner sa façon de voir les choses. Et voilà, c'est une confiance et quelqu'un de présent et à l'écoute. Et de précieux. Oui, tout à fait. Et vous diriez quoi? Oui, mais je pense que c'est une question d'engagement. C'est-à-dire que si effectivement je me sens pas en capacité, mais aussi bien dans la course que dans la vie, c'est-à-dire si je prends un engagement, c'est que je sais que je pourrais le tenir. Si j'ai le moindre doute, je prendrai pas l'engagement. Alors c'est une super transition pour Étienne et Joe, puisque Étienne, on s'est arrêté au moment du récit où, sans réfléchir, de manière spontanée, vous sentez que Joe va avoir besoin effectivement d'un rein et vous proposez le vôtre. Et vous dites, une fois que je l'ai dit, que j'ai réalisé toutes les questions qui se posaient. Alors maintenant, je me retourne vers Joe. Est-ce que vous vous rappelez du moment où il vous fait cette proposition, des mots qu'il utilise et de ce que vous vous dites dans votre tête à ce moment-là? C'est comme si c'était ce matin. Effectivement, c'était lors d'une pause café. Donc au travail? Au travail. On était peut-être 3, peut-être 4 collègues. Et comme je suis assez ouvert avec mes amis, donc j'ai dit, cet après-midi, je vais
voir une commission de médecins qui vont, entre autres, certainement me proposer l'inscription dans une liste d'attente de reins. Je racontais ça et sans hésiter, donc il m'a posé les mains sur les épaules, il m'a dit « Jo, voilà, tu peux savoir en fait que je suis partant pour te donner un rein. » Qu'est-ce que vous dites dans votre tête à ça? Dans ma tête, j'étais un peu surpris, mais pas d'Étienne, mais de la proposition. Et puis ensuite, après, j'ai refusé. Je ne pouvais pas accepter quelque chose que moi, je savais être très, très important pour quelqu'un. Vous vous rappelez de ce refus? Je m'attendais à ce refus. Connaissant Joe, il ne veut pas dépendre des autres, il veut s'assumer tout seul. Donc je m'attendais à ce qu'il fasse ça. Et je savais qu'il fallait que j'insiste un tout petit peu. Vu de l'extérieur, on imagine que ça doit être un moment solennel. Est-ce que ça vous a presque, je dirais pas échappé, mais que ça vous est venu vraiment naturellement? Ou est-ce que vous avez pensé avant, ça y est, je vais lui dire, ou ça a été la réaction à ce qu'il disait sur le moment? Tout à fait, c'était vraiment une réaction spontanée. À ce qu'il disait sur le moment. Oui, tout à fait. Alors Étienne, donc à la machine à café, vous propose un rein. Vous dites non à la machine à café, ou vous lui dites je vais réfléchir? Ah non, j'ai dit non. C'est un peu comme devant les copains qui étaient là. On ne sait pas si... Oui, c'est ça, c'est une proposition en tout cas. Et vous dites non, vous n'insistez pas, vous dites il va réfléchir. C'est ça, je lui laisse de toute façon le temps de réfléchir. Je lui dis quand même, écoute, ne me dis pas non définitivement tout de suite, d'accord? Réfléchis, parce que c'est important. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer, en fait, pour vous changer d'avis? Est-ce que c'est de la réflexion? Vous en parlez à quelqu'un? Je n'ai pas eu le temps. Donc, l'après-midi, j'ai vu effectivement cette commission de médecins. Lors de cette réunion, ils m'ont expliqué un petit peu l'état de mes reins, le besoin de faire des dialyses et la suite qui nécessitait en fait une transplantation d'un rein plus tard. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien du matin, de la séance du matin, où Étienne m'a fait la proposition spontanément. Et comme je suis relativement émotif, donc j'ai tombé en larmes, et, comme maintenant. Mais on comprend, hein, on va pleurer avec vous. Hein. Non. Et en fait, ils m'ont très bien écouté, ils m'ont parlé, et ils m'ont dit, écoutez, votre ami a fait un geste superbe. Vous lui devez aussi de l'écouter, de lui répondre et discuter avec lui. Il y a tous les médecins qui sont là pour vous aider. C'est très beau le geste et tout ça, mais il faudrait que d'abord on sache si effectivement vous êtes compatible, si elle peut le faire, et puis si vous êtes compatible. Après, il y a les entourages, il y a toute une série de choses qu'il faut valider avant de pouvoir accepter ça. Et je crois que le lendemain, j'ai contacté Étienne et puis je lui ai dit, écoute, voilà comment ça s'est passé hier et puis voilà ce que je pense à ce sujet. Et donc, si tu es toujours d'accord, mais sache que tu as toujours la liberté jusqu'aux dernières minutes de dire non. Que je serais peut-être partant de discuter avec toi, avec les médecins, pour savoir si effectivement ça peut prendre place, quoi. Ouais. Et donc, ça ne va pas se passer du jour au lendemain, il va y avoir des examens médicaux, et puis un entretien psychologique. Et là, on vous pose quelles questions et on vous amène à vous interroger sur quoi exactement? Le but de cet entretien, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de pression ou d'un côté ou de l'autre pour ça. Ça, c'est quand même très important. Et au fond, vous saviez juste que la conséquence, c'est que si quelqu'un de très proche, notamment vos enfants, en avait besoin dans le futur, là, ce ne serait pas possible. Et là, vous avez calculé le risque en vous disant, finalement, c'est minime comme probabilité. Effectivement. C'est le risque que moi, je fais subir à moi-même, puisque j'ai plus qu'un seul rein. Et si il m'arrive un problème sur ce rein, c'est grave, c'est très grave, vite. Et aussi le fait que j'aurais pu donner, si c'était nécessaire, à quelqu'un de proche de ma famille, mais je mets ça en balance par rapport à ce que Joe peut gagner. Voilà. Et ça, c'est juste la balance,
voilà. Pascal? Ce qui est intéressant dans ces histoires, on voit que c'est un échange, comme disait Gérard, c'est vraiment presque d'égal à égal, parce que c'est difficile de donner, c'est difficile de recevoir, et en même temps, c'est beau de recevoir, mais c'est beau aussi de découvrir qu'on est capable de donner quelque chose. Guider, c'est donner. Hein. Il y a cette équivalence dans les gestes, c'est pour ça qu'ici, il y a cette réciprocité. Et donc, quand on dit c'est difficile de recevoir, je vous ai vu approuver tout de suite, Joe. Oui, tout à fait. Parce que finalement, quand vous apprenez que ça va être possible, est-ce que c'est de la joie à 100% ou est-ce que c'est ambigu? C'est de la joie d'un certain côté, mais naturellement, je fais très attention à toutes les conséquences possibles pour Étienne. Avec tous les médecins avec qui j'ai pu discuter, j'ai voulu m'intéresser à savoir en fait les statistiques qu'il y a eu dans ces cas-là, qu'est-ce qui peut lui arriver, tout ça. Sans penser à moi, mais penser à qu'est-ce que je suis en train de lui demander. Enfin, en même temps, vous ne lui aviez rien demandé. C'est ça le paradoxe. Oui, mais le fait d'accepter, en fait, voilà. Enfin, voilà, les conséquences pour lui, c'est votre priorité. Oui, quoi. voilà. Quand a lieu l'opération, quel souvenir vous en avez finalement? C'est quelque chose... Alors, moi j'en ai un souvenir très précis. Hein. Donc l'opération s'est fait 9 mois après que je lui ai fait cette proposition. 19 septembre. 18. Ah, 18. C'est légal. On a été hospitalisés tous les deux la veille, le soir. On était mis dans la même chambre. Donc là, on a pu encore échanger, partager. Donc, comme Joe l'a dit, je savais que je pouvais dire non jusqu'au dernier moment. Mais dans ma tête, c'était clair. C'est terrible, parce que cette situation-là aussi n'est pas banale. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de dire non jusqu'au dernier moment, mais vous ne vous êtes pas imaginé une seule seconde de le faire. J'imagine. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. On est parti dans des démarches. On a réussi à... Enfin, je veux dire, ces démarches ont été... Il y a plein d'étapes à chaque fois. Exactement, d'étapes, exactement. Donc, voilà, on n'imagine pas qu'on peut dire non. Mais je veux dire, je peux comprendre. En tout cas, la liberté est donnée. Je pose la question à Joe, parce qu'il avait cette possibilité. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit qu'il puisse dire non au dernier moment? Oui. Oui. Parce que j'imaginais qu'il peut avoir tout d'un coup réalisé que c'était trop important pour lui. Ouais. Jusqu'au dernier moment, il y a cette espèce de suspense, quoi. Oui. J'étais tranquille. Je connaissais déjà suffisamment Étienne et j'étais tranquille. Quoi qu'il en soit, quelle que soit sa décision, pour moi, on avait déjà vécu une très belle aventure. Et c'est pas le genre à faire des mauvaises blagues? Non. Non, il est très droit. Des blagues de mauvais goût, il y a des gens qui font ça très bien. Non, mais... Au dernier moment, je plaisante. Bon. Donc vous êtes opérés, tous les deux, ça se passe le même jour? Oui, donc ça se passe en même temps. À l'hôpital où ça s'est fait, en fait, ils mettent 2 salles d'opération en parallèle et ils font la transplantation de l'organe très très rapidement. Enfin, c'est immédiat. C'est un des gages de succès, d'ailleurs, de la... Et alors, votre souvenir du réveil? Alors, moi, je me souviens pas de m'être réveillé en salle de réveil. Je crois que je me suis réveillé dans ma chambre où on était, mais cette fois-ci, j'étais seul, parce que Joe était dans une partie, dans une autre chambre sous contrôle médical beaucoup plus élevé. Question de Pascal? Juste une hypothèse. C'est une hypothèse. Est-ce que tous les deux, vous n'avez pas chacun demandé comment va l'autre? Bien sûr. À votre réveil? Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr, c'est ça. Première réaction, comment va-t-il? Bien sûr. Est-ce que l'opération s'est bien déroulée? Voilà, c'était... bien sûr, c'est ça. Alors, moi, au début, j'étais vaseux, comme on peut l'être après une opération. Mais assez rapidement, j'ai pu me lever pour aller voir Joe. Je voulais échanger assez rapidement. Vous vous rappelez de cette première vision, ces premiers mots? Ouais. Il était dans son lit, il était attaché. Un sourire. ouais, il était très bien. Comment sourire? Contrairement à lui, je ne pouvais pas bouger. J'ai dû rester quelques jours, je crois que même plus d'une semaine. Et quand il apparaît, du coup, après l'opération, la première fois... Ah, j'étais content. Et voilà, il se rappelle de votre sourire. Vous vous rappelez de ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là? Ah, j'étais content de voir qu'il était en bonne condition, qu'il avait aussi le sourire, donc ça s'était bien passé. Les médecins et infirmières m'avaient aussi dit que tout s'était bien passé.
Et pour moi, c'était un gage de réussite, quoi. Ouais. Et alors, du coup, cette situation si particulière, encore une fois, de don, parce que vous dites assez pudiquement, je lui ai facilité la vie. Est-ce que vous êtes arrivé de vous dire, j'ai la sensation qu'il m'a sauvé la vie? Oui et non. C'est vrai que j'aurais pu attendre un rein dans des conditions d'attente, c'est des listes d'attente. Une liste d'attente qui pourrait, des fois, ne jamais se réaliser, puis que j'aurais pu décéder après. Il y a des cas comme ça. Mais d'autre part, c'était un don, c'était une générosité sans pareil. À ma connaissance, je connais personne qui ait fait ça. Et donc, en fait, j'ai une gratitude très grande. Il y a un respect très grand pour Étienne. Mais comment on peut l'exprimer, cette gratitude immense? Comment on peut l'exprimer? Parce que finalement, on sent bien que ça dépasse... En tout cas, pas verbalement. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je pense que je n'ai pas réussi à tout communiquer ce que je ressens. Mais c'est vrai que c'est très important. Après cette greffe, j'ai eu l'opportunité d'avoir une deuxième greffe de pancréas, parce qu'à la source, j'étais diabétique. Après la transplantation de rein, je continuais à être diabétique. Et donc, ce diabète allait certainement perturber mon nouveau rein. Et donc, les médecins et moi avons accepté de m'inscrire à nouveau pour une transplantation de rein. De pancréas. De pancréas, pardon, qui a été effectuée 3 ans après. Et ce qui est fou, c'est qu'à partir de ces 2 greffes, vous n'étiez plus diabétique. Vous qui l'aviez toujours été. Voilà. J'imagine que pour vous, c'est un changement radical. Radical, ouais. À une qualité de vie que je n'aurais jamais soupçonné pouvoir réavoir. Ouais. Est-ce que, Joe, du coup, vous prenez plus de soin de votre corps, de dire j'ai un nouveau rein, un pancréas? Est-ce que, du coup, on prend plus soin de soi-même? Ce don, on ne va pas l'abîmer, on va en prendre soin, on va le chérir et on va faire tout ce qu'il faut pour vivre bien. Tout à fait. Pour moi, ça a été vraiment un moteur très important. J'ai reçu un cadeau exceptionnel. Ce rein, j'en avais besoin pour vivre et pour vivre mieux. Ça m'a permis aussi d'atteindre peut-être la greffe de pancréas plus rapidement que d'autres personnes. Et je me devais, avec respect pour Étienne et pour toutes les autres personnes, je me devais en fait de pouvoir prendre soin de ce rein et de ce pancréas. Étienne? Donc, justement, si en fait, j'ai fait une proposition à Joe, c'est parce que je connaissais Joe et je savais qu'il allait faire attention à ce rein. Oui. Je veux dire, si vous êtes face à quelqu'un qui ne fait pas attention à sa santé, oui. Qui bousille les choses, non, voilà, ça n'a pas. Donc c'est parce que c'était Joe où il faisait attention que je lui ai fait cette proposition. Ça, vous avez tout à fait raison, Odile. Et donc, après l'opération, vous avez eu besoin de vérifier que tout fonctionnait, c'est-à-dire d'avoir la même vie qu'avant, ou peut-être même une vie plus sportive? C'est ça. Donc, en fait, je faisais déjà du sport avant. Donc, j'ai décidé que j'ai eu l'opportunité, moi aussi, de faire un marathon, Odile. Donc, j'ai eu l'occasion de faire le marathon de New York. Et Odile, peut-être un nouvel accompagnateur. Je dis ça pour voir si Gérard va. On discutera tout à l'heure. Non, mais Gérard fait ça très bien. Et en fait, c'était un peu un défi que je me posais à moi-même, de faire quelque chose un peu extraordinaire, qui sortait un peu de l'ordinaire, de montrer en fait qu'on peut quand même faire un marathon avec un seul rein. Enfin, je veux dire, mon opération, le fait que je vive avec un seul rein, n'a absolument rien changé. Rien. Joe? Je me rappelle très bien que Étienne était déjà parti aux États-Unis avec son épouse. Et je raconte ça au médecin qui surveillait en fait l'état de mes reins. Et elle me dit, mais il est parti sans nous aviser. Il faut absolument que je rentre en contact avec lui. Il faut qu'il soit prudent. Il faut que ceci. Donc en fait, même les médecins
reconnaissait en fait la valeur d'Étienne, et puis il voulait absolument qu'il soit en bonne santé après tout ça. C'est ça. Hein? Je me rappelle, elle m'a atteint au téléphone en me disant vous êtes sûr de ce que vous faites attention, etc. Je lui ai aussi rassuré en lui disant que j'avais pas de soucis. Alors, on a compris que vous étiez deux hommes pudiques. Qu'est-ce qui a changé finalement après cette opération dans votre relation? Je réponds le premier. Alors. Donc, on est devenu vraiment proches parce que, je veux dire, il y avait quelque chose qui s'était passé entre nous. Et vraiment, c'est vrai que pour moi, c'est comme un frère. Après l'opération, j'ai eu l'occasion de voir ses parents qui vivent à l'étranger. Sa maman m'a dit, m'a exprimé vraiment que j'avais fait quelque chose d'extraordinaire pour son fils. Ouais, c'est une relation, c'est une relation qui est très très forte. C'est un lien qu'on a définitivement. Aujourd'hui, je les classe en fait je me classe comme mon frère. Donc j'ai avec lui beaucoup de discussions. On parle très ouvertement tous les deux. Mais je n'ai pas le sentiment du devoir faire quelque chose pour lui plaire. Pour être à la hauteur de ça. Voilà. Ouais. Pourquoi vous vous réjouissez? Parce que ce serait plutôt impossible, en fait, ça, d'être... Non, c'est parce qu'on constate que ces situations de don, ça ne provoque pas de la dette, mais ça amène du lien. Et c'est ce qui rend très différent le don de soi du don matériel. Si quelqu'un vous donne quelque chose, vous avez l'impression de lui devoir quelque chose en retour. Donc vous essayez de vous montrer reconnaissant de cette manière-là, de donner en échange autre chose. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là, ni sur ce plan-là, parce que ce type de don ne provoque pas de la dette, mais crée du lien. Oui. Et donc, à partir du moment où il y a du lien, on n'est plus du tout dans des histoires de « je te dois quelque chose » ou n'importe quoi, etc. Voilà, ils sont fraternels, c'est plus que de l'amour, ce n'est pas de l'amour, c'est plus que de l'amitié, c'est de l'humanité, si on veut. Voilà. Et ça amène quelque chose d'universel, ce type de don. Et Odile, donc, quelle est la place finalement de Gérard dans votre vie? On a vu que finalement, il y avait de l'amitié, il y avait cette connivence, cette complicité. On a compris que vous essayez de taquiner un peu sur l'idée qu'attention, si tu n'es pas là, je peux te remplacer. Bon, donc c'est un jeu naturel. Quelle place, au fond, vous diriez qu'il a En tant qu'homme, je dirais que c'est vraiment le seul ami à qui je saurais me confier. Mais voilà, on habite loin l'un de l'autre, donc on se voit, quand on projette de faire une course ensemble, on se voit à ce moment-là. Sinon, on s'appelle ou on s'écrit par mail, voilà. Mais ça reste un ami qui sera, je pense, disponible au moment vraiment voulu, où il sentira que vraiment j'ai besoin. Mais sinon, c'est vrai, il arrive qu'il y a des années où on se voit 2 fois dans l'année. Hein. Mm-hmm. Voilà. Et... c'est comme souvent les amis d'enfance, hein. On recommence là où on s'est arrêté. Mm-hmm. Oui. Ouais. Et vous diriez quoi, Gérard? Mais c'est vrai que ce que dit Odile, l'autre jour, on s'est téléphoné. Je le sens. Je dis à Odile, ça va pas là ce soir. Voilà, bon, on en a reparlé après, mais voilà, encore une fois, on est dans le ressenti. J'aime beaucoup l'expression de Pascal, l'humamitié. Ça me plaît beaucoup, ça. Parce qu'effectivement, moi, je considère que c'est ça. Je suis dans d'autres instances. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans l'humain. Hein, alors, parler d'humanisme, après, je pense que c'est un mot qui est galvaudé en ce moment, peut-être un peu trop, mais quelque part, c'est ça, on est dans l'humain. Et voilà, je crois en l'homme, oui, bien sûr. On va continuer cette conversation dans un instant. Je voudrais vous montrer un reportage qui devrait vous intéresser. C'est l'histoire de 3 amis qui nous prouvent qu'effectivement, cette relation, l'amitié, permet de soulever des montagnes. Alors eux, ils vivent à Bar-le-Duc et ils ont décidé de relever un challenge assez incroyable, alors que c'est pas du tout leur métier. Ils ont décidé finalement de rénover un théâtre ancien qui était laissé à l'abandon dans leur ville. Regardez, ils ont mobilisé beaucoup de gens et cette amitié donc est très inspirante. On en parle juste après.
mes 3 potes avec Anthony et Loïc, on était au lycée et au collège ensemble. On a vu l'information comme quoi il y avait un théâtre qui était à l'abandon, donc on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas aller le visiter. Et le problème, c'est qu'on a eu un coup de cœur. Quelqu'un veut du cidre? Anthony, il m'a dit. Ou de la limonade. Qui c'est qui arrive? C'est Loïc? Ah, c'est Étienne. Ah, cool. Tiens, Antoine. Le théâtre a été construit en 1900 par un commerçant de Bar-le-Duc qui était passionné de théâtre. Et malheureusement, il a englouti toutes ses finances et il a dû déposer le bilan. Et donc, c'était repris par une association qui faisait du sport. Et de 2000 jusqu'à 2015, le théâtre était un squat. Parfois, on se dit que presque qu'il nous a attendu jusqu'ici, en fait. Ça va et toi? Vous êtes en forme, les gars? C'est coiffé, c'est cool. Ni Loïc, ni Étienne, ni moi, et ni la plupart des bénévoles avions déjà travaillé dans le bâtiment. Donc du coup, on arrivait complètement vierge de tout, quoi. Donc c'était un défi. Donc cet après-midi pour les prochains chantiers, hein, c'est ça? Ouais, déjà. On va remonter l'échafaudage, déjà, pour pouvoir continuer les balcons au niveau de l'entretien et des nettoyages. On continue les jardins. Ok. Donc qui au jardin, les filles? Moi. Les filles. Les filles. Bon alors, William, Isa, Nat. On y va? C'est parti, on se met en tenue, les gars? On y va. Allez, go. On va prendre des gants aussi. Regarde, des gants. Antoine, t'as pas de gants? Attends, merde, j'ai 2 gants rouges. Ce qui est intéressant dans ce trio, c'est en fait les 3 mélangés qui fait en fait qu'on arrive à fusionner une sorte d'hybride plutôt étrange, mais en tout cas voilà, Loïc apporte vraiment le côté structure, voilà, il aime beaucoup que les choses soient carrées. Étienne, il aime aussi que les choses soient carrées. Et moi qui suis plutôt impulsif et plutôt dans un côté un petit peu qui part dans tous les sens, ça m'apporte un cadre et du coup c'est bien, tout le monde est vraiment très complémentaire. Appuie dessus, Loïc. Avec ta soundcheck, voilà. Comme je travaille souvent le samedi, du coup, je viens le temps de la pause déjeuner pour aider un peu tout le monde. Et puis par contre, le dimanche, je viens toute la journée. S'il y a quelqu'un avec moi à côté, on peut le monter. C'est bon. Est-ce que ça tient? Ouais, je crois que ça tient. Bon bah nickel. Certes, on est parti à 3. Maintenant, on est plus de 80. On va sûrement bientôt passer les 100. Parce que voilà, il y a un élan autour de nous populaire. Contrôler les travaux. On va faire un truc pour contrôler les travaux, Loïc. Juste pour voir. On souhaite refaire un petit jardin un petit peu à l'ancienne, parce qu'en fait, le théâtre, le but, c'est de le garder dans son jus. On apprend en s'amusant, voilà, c'est très convivial. Loïc, Anthony et Étienne, ils sont vraiment super, quoi. C'est vrai que je pense aussi, c'est eux qui ont su former cette osmose comme ça dans le groupe, quoi. Ils sont à l'initiative du projet et ils sont très présents. L'échafaudage est prêt, oui. Ils ont terminé les jardins. Ça c'est bon, quasiment. Donc après, le prochain chantier, c'est dans 2 semaines. Oui, Dominique nous a donné les consignes. Oui, c'est bon, on va pouvoir entamer tout ce qui est extérieur. Et puis... Okay. C'est bon pour vous? Oui, bon, c'est bien. On va ramener l'équipe à l'intérieur et puis ça marche. S'il devait avoir un nom, ça pourrait être le théâtre de l'amitié, puisqu'en fait, il repose là-dessus. Nous, on prend le projet de manière vraiment très détendue, entre potes. Et voilà, c'est ce qui fait, je pense, la vivacité du projet. C'est voilà, cette fraîcheur-là qu'on amène tous les 3. Et bien entendu, maintenant, tous les gens qui nous entourent. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Le théâtre de l'amitié, Bar-le-Duc. Avant d'entendre vos réactions, je présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage, Brigitte, Luc et Aude. Bonjour. Quelle est votre sensation quand vous regardez ce sujet, Gérard? Et moi, ce qui me plaît, c'est ce côté esprit d'équipe. On fait ensemble, on se prend pas la tête et on y va, quoi. Parce que manifestement, il y a ces trois personnes là qui forment ce noyau et qui ont su créer autour d'eux cet élan. Et je trouve ça c'est plutôt sympa. C'est vraiment c'est l'élan, quoi, en fait. Odile. C'est ce que j'aime, en fait, parce que souvent, nous qui ne voyons pas, on aime avoir du monde autour parce que on écoute tout et ça nous donne vraiment beaucoup de renseignements. Et c'est pour ça que tout seul, on passe à côté de tas de choses. Et là, dans le groupe, voilà, ce que l'un ne sait pas, l'autre va le savoir et c'est complémentaire.
Alors, tout seul, on peut passer à côté de plein de choses. Ça ne marche pas que pour les non-voyants. On est d'accord que ça marche pour tout le monde. Tout à fait. Oui, tout à fait. Tout seul, on peut passer à côté de plein de choses. Et vous, tout à l'heure, Pascal, vous avez inventé un mot qui s'applique bien là. Donc, comment vous avez dit? Humanitié? Oui, c'est vrai. C'est le projet commun. Et puis, ça part quand même toujours d'un déclic. Hein. Le jeune homme, au départ, dit on a vu ce lieu. Et, il a eu un coup de cœur, il dit. Oui, mais il dit, et manque de chance, ou malheureusement, on a eu un coup de cœur, comme si c'était un malheur d'avoir un coup de cœur, effectivement, parce que ça engage à quelque chose, on est obligé d'après de continuer. Mais c'est du partage, c'est le projet commun auquel on contribue, ça nous amène effectivement dans tout ce qui est l'universel, l'humain, le fait qu'on prend conscience du fait qu'on est tous reliés les uns aux autres. Et même en regardant le lien qui s'est créé entre les personnes dans une relation d'aide ou de don, nous, en tant qu'observateurs extérieurs, on prend conscience du fait qu'il existe un lien entre tous les humains en regardant leurs liens. Exactement. Et puis alors moi, je vous écoute attentivement, mais il y en a une qui vous écoute en trépignant. C'est Aude. Pourquoi? Oui, parce que je suis très fière de vous présenter ces jeunes, parce qu'ils viennent de Bar-le-Duc. Et Bar-le-Duc, c'est ma ville. C'est la ville où j'ai grandi, c'est la ville où mes parents habitent. Donc, je trouve que c'est très réjouissant de voir des jeunes comme ça, qui apportent du dynamisme à ces régions qui en manquent. Hein. Et eux, eh bien, ils habitent pas forcément tous à Bar-le-Duc. Certains sont partis, mais ils y reviennent régulièrement et ils essayent de faire bouger les choses. Et on dit qu'il n'y a pas d'emploi. Bah, eux, en faisant ça, ils créent aussi les emplois de demain. Donc, je trouve que c'est beau de pouvoir mettre en lumière des jeunes comme ça. Alors, un mot sur ces 3 jeunes. Donc, ils font quoi dans la vraie vie? Alors, ces 3 jeunes barisiens, parce qu'on dit comme ça, hein, les barisiens. Alors, il y a Anthony Marty. Lui, aujourd'hui, il vit à Paris. Il est comédien. Il a fait le cours Florent. Il a joué dans des pièces comme Grosse Chaleur de Laurent Ruquier. Donc, il a fait un petit bout de chemin. Ensuite, hop, on a Étienne. Alors Étienne, lui, il vit toujours en Lorraine, il vit à Nancy, donc en Meurthe-et-Moselle, et il est chef de projet dans la communication. Aussi, il fait du théâtre également, du théâtre amateur. Et puis le dernier, c'est Loïc. Alors Loïc, lui, c'est le vrai local, il est resté à Bar-le-Duc, il travaille au service culturel de la ville, il est passionné du patrimoine barisien. Et donc, tous les 3 sont animés par ce goût, cet amour pour la culture. Et quand ils ont su, il y a 2 ans, que ce théâtre était en train de tomber en ruine et allait être peut-être démoli, ils sont allés le visiter. Et là, donc, il y a eu le fameux coup de cœur. Ils se sont retrouvés au deuxième balcon. Ils surplombaient ce lieu chargé d'histoire. Et il y a eu un silence. Ils se sont regardés et ils se sont dit... Banco, ce projet, c'est nous qui allons le mener et on va acheter ce théâtre. Alors pour une modique somme parce que personne n'en voulait. Et puis là, ils se rendent compte que c'est très compliqué, mais ils lâchent pas l'affaire, ils ont une niaque incroyable et c'est vrai que c'est un projet pharaonique. Parce qu'il reste quoi comme travaux? Alors là, ils en sont au nettoyage pour l'instant. Alors on l'a vu, c'est pas des professionnels, hein, mais la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont réussi à collecter des fonds pour que ce soit des entreprises qui fassent ensuite vraiment, qui fassent les travaux, le gros des travaux. Donc ça, ce sera pas encore tout de suite, mais. Donc tous les bénévoles sont là pour le nettoyage, et puis oui. les travaux seront des professionnels. Alors oui, et puis aussi il y a quand même certains bénévoles, il faut que je le dise, qui sont retraités. Par exemple, il y a un maçon à la retraite, il y a un menuisier. Donc il y a quand même certains bénévoles qui ont en plus un savoir-faire, qui sont un peu les pièces maîtresses de cette équipe. Et alors ça coûte combien tout ça? Parce que les travaux vont coûter quelque chose. Ils ont été estimés à plus d'1,5 million d'euros. Donc évidemment, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Pas l'argent de la petite souris. Non, c'est pas l'argent de la petite souris. Même à 3, ils n'y arriveraient pas. Donc, ils comptent évidemment sur les fonds publics. Ils ont par exemple la Fondation du patrimoine qui leur a permis de récolter 100 000 euros pour justement faire appel à des entreprises, des vraies entreprises. Ils comptent sur le mécénat, ils cherchent des partenaires. Et puis, ils comptent aussi sur les dons de particuliers qui veulent leur venir en aide. Et ils ont fait par exemple une campagne de financement participatif. Ils ont récolté 13 000 euros. Et puis, il y a, en plus de ces bénévoles, toute la ville de Bar-le-Duc et puis tous les Meusiens qui donnent un petit peu d'argent. Les travaux vont se finir dans 4-5 ans. Ouais. Le Théâtre de l'Amitié devrait ouvrir dans 4-5 ans. Voilà. Il y a un sentiment d'appartenance très fort. C'est qu'on le sent hein, quand ils se retrouvent, etc. On a un projet commun. Ouais. Et ça m'a un peu fait penser, Odile, quand vous parliez de ce monde de la course. C'est-à-dire, vous disiez, c'est un petit milieu, on se retrouve, etc. Vous êtes en compétition les uns avec les autres? Bah oui. Là, je me permets de répondre. Un peu, oui. Plus pour moi aujourd'hui, je veux dire, c'est vrai qu'en étant plus jeune, on veut quand même, on se mesure à d'autres, c'est sûr. Et là aujourd'hui, mon objectif, c'est encore de terminer
Donc, bien sûr, dans un laps de temps que je me donne, je me dis, allez, si tu réussis à être en 4 heures, en dessous de 4 heures, c'est bien. Et voilà. Mais je ne suis pas vraiment en compétition, non. Si, il y a de la compète. Attends, avec Patrick, quand on a fait B.O.B., l'année d'avant, il y en a un qui nous avait gratté. On était pas longtemps, ouais. C'est vrai, ça faut gagner. L'année d'après, on les a tous grattés. De combien Non, mais quand même. Alors, effectivement, il y a une compétition énorme entre Aude et Brigitte. Attention maintenant. Brigitte va essayer de nous émouvoir encore plus. On a été très émus par l'histoire du théâtre de Bar-le-Duc. On va voir si Brigitte peut faire mieux. Alors, c'est parti d'une histoire personnelle. C'est l'histoire de Bernard Braun qui perd ses 2 parents d'un cancer. À la suite du décès de ses parents, il se dit il faut vraiment que je trouve une solution pour aider la recherche contre le cancer. Alors il faut savoir qu'il est motard et pif, il a une idée. Alors on a les images. Voilà. Est-ce qu'il a vraiment dit pif? il a dit pif et il a pensé, il s'est dit voilà, j'ai trouvé la solution pour associer mon amour de la moto, ma passion pour la moto, pour mes amis, et j'ai trouvé une solution pour récolter des sous pour la Ligue contre le cancer. Je pose la question à nos invités. À votre avis, quelle est la solution? Parce que là, on se demande, mais qu'est-ce qu'il a bien pu avoir comme idée? Parce que pif, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a pu faire, à votre avis? Pas d'idée. Le moyen de locomotion, certainement, pour agir. Et puis, pif, certainement, parce qu'il y a des études en psychologie cognitive qui montrent que les gens, quand ils prennent une décision, ils disent « Ah, heureusement, Pascal est là. Elle ne se moque pas de moi. » Les recherches ont montré. On dit bien avoir du pif, donc avoir la bonne idée. Ouais. Alors, l'idée, c'est de parcourir les villages aux alentours à moto et d'offrir une rose, offrir une rose, que les gens les paient, bien sûr, aux personnes pour donner cet argent à la Ligue contre le cancer. Et ça s'appelle une rose, un espoir. Ce que je comprends, c'est que donc ils arrivent en moto dans ce village. Oui. Une fois par an. C'est fin avril, une fois par an, et ils vont frapper aux portes pour offrir leur rose. Et c'est dans toute la France, du coup? C'est pas dans toute la France. Au début, c'était simplement en Moselle. Maintenant, il y a 17 départements. La Lorraine, encore. Mais oui. Mais moi, je suis Moselle, et pour ça, je connais très bien. Et maintenant, il y a 17 départements. Il faut savoir qu'au début, ils étaient 45. Maintenant, ils sont 10 000. 10 000 motards, si. 10 000, c'est beaucoup, quand même. 10 000 motards. On se réveille un matin, on dit pif, il y a 10 000 personnes. Exactement. Et ils vendent leurs petites roses, ils les vendent 2 € minimum. Enfin, c'est minimum 2 €. On peut donner plus. Il y en a beaucoup qui donnent plus. Avec leurs 2 €, ils ont, cette année, enfin, en tout, depuis 1998, ils ont récolté 7 500 000 € qu'ils ont donné à la Ligue contre le cancer. On peut dire que ce n'est pas l'argent de la petite souris. Alors là, 7 millions d'euros. Encore moins. Donc, je veux une réaction spontanée d'Odile. Oui. Moi, je connais très bien ce système puisque j'habite en Moselle. Donc, je connais. Vous les avez croisés? Je les ai croisés. Cette année, je sais très bien que c'était le 30 avril parce qu'il y avait le semi-marathon chez nous et les motards sont passés. Et il y a plein de coureurs, en fait, qui faisaient leurs courses qui ont aussi fait cette action d'acheter une rose. Donc, je connais. Donc, vous êtes croisés, en fait. Oui, on s'est croisés. Et donc, je vous ai vu impressionné. 7 millions d'euros, juste un être humain qui a réussi à mobiliser 10 000 personnes. En faisant pif, c'est pas mal, hein? Ça marche. Attention, hein. Les gens sont très touchés, hein, parce que souvent, ils sont eux-mêmes, ou leur entourage atteint touché par le cancer. Donc, ils sont très émus. Et les motards, eux-mêmes, Bernard m'a dit que heureusement qu'ils avaient leur casque, parce que souvent, ils pleuraient derrière leur casque, derrière leur visière. Un mot, Gérard, sur cette initiative? Oui, moi je suis toujours épaté de ce genre de choses, parce que tout à l'heure, on parlait d'humanisme, d'humanité, voilà, et voilà, je trouve que ça donne espoir, au moins. Hein, souvent, on a tendance à se dire, tous des pourris, machin, tout ça. Et moi, ça me fait plaisir de ce genre d'initiative parce que c'est plein d'espoir. Et il y a des gens qui se bougent. Et ça, je crois que... voilà, c'est ce qu'on essaie de dire tous les jours. C'est super. À cette heure-ci, il y a des gens formidables. Bien sûr. Ça change aussi l'image des motards. Bernard me disait, on a souvent en riant quand même, mais on nous prend pour des loupards.
Le on se bar au rend grand compte cœur. qu'ils ont un cœur fabuleux, ces motards. C'est incroyable. Et puis maintenant, comme ça, tout le monde connaît le genre d'homme de Brigitte, donc des motards au grand cœur. Elle va d'ailleurs se mettre à la moto. Hein. Oui. C'est ce qu'elle bien sûr. Ouais. Elle a Mais acheté je suis sûre qu'il va elle a acheté l'appeler. le même Elle a le Viens faire un blouson. tour avec nous. avec les Yep. catadioptres. Voilà. Et puis alors, le téléspectateur et les téléspectatrices et les fans notamment de Luc découvrent aujourd'hui que comme Tom Cruise, il est tout petit. Ah, je suis pas grand. C'est vrai que je ne Ça, suis c'est pas pas grand. Nicole Kidman, c'est Aude à côté, mais il est tout petit. C'est mon côté Kirikou. Alors, Luc. Et oui, moi je voulais vous parler d'une très belle, fantastique histoire d'amitié. C'est l'histoire de potes qui se retrouvent sur l'île de Noirmoutier. Ah oui, c'est banal. Ben oui, ça peut être C'est la banal. première fois que je t'entends démarrer une histoire par vous. Alors, vous pourriez me dire c'est banal. Oui. Et vous n'auriez pas tort. Mais si vous écoutez bien. Non, vous allez voir, parce que c'est quand même exceptionnel. C'est des potes qui se retrouvent, comme chaque été ou chaque vacances, sur l'île de Noirmoutier. Alors, je vais vous montrer une photo. Ils sont pas tous sur la photo parce qu'ils sont nombreux. Voilà, ils sont là. Ils sont de la région nantaise et de la région de Noirmoutier. Et alors, il s'appelle Yann, il s'appelle Grégoire, il s'appelle Anne. Ils sont agents de sécurité, instit. Il y en a un qui travaille dans les bureaux à l'hôpital, un autre qui est dans l'informatique. Et ils se retrouvent là. Et puis, parmi ces potes-là, il y a aussi Valérie et Jean, le couple qu'on a vu tout à l'heure. Là, et bien, ils sont là avec leurs 2 filles. Ils ont 2 filles, ils sont jumelles, qui s'appellent Louise et Alice. Et en fait, leur fille Alice est atteinte du syndrome de Rett. C'est une maladie rare qui altère vraiment profondément son système nerveux et elle est très lourdement handicapée. Elle a besoin de soins assez lourds. Et c'est sûr que pour les parents, depuis qu'elle est née, la vie n'est plus la même quand on a un enfant lourdement handicapé à s'occuper comme ça. Et alors, c'est des bons vivants, tous ces copains-là qui se retrouvent. Et chaque année, les copains autour d'un apéro, parce que c'est quand même des fans d'apéro. Et l'amitié et l'apéro, c'est quand même lié. Ça va de pair. Ah, mais c'est oui. Oui. Et alors ils se disent, mais comment on pourrait faire pour aider Alice, cette jeune fille, et aussi ses parents? Et voilà. Alors ils trouvent pas, ils se cassent la tête, ils réfléchissent. Et là, non. Parce que parmi ses amis, rien à voir. Parmi ses amis, je vous ai pas présenté Nicolas. Nicolas, lui, il fait partie de la bande et il est propriétaire d'un marais salant sur l'île de Noirmoutier. Et lui, lors de ces fameux apéros, il décide d'offrir aux enfants une bouteille, en fait, qui contienne de l'eau qui se trouve dans ces marais salants. Donc une eau extrêmement saturée en sel et qui leur fait cadeau d'une bouteille. Il dit, quand tu seras à la maison, tu pourras faire ton sel toi-même, tu verses un peu d'eau dans une soucoupe et l'eau va s'évaporer et tu peux faire un exposé là-dessus en classe. C'est là que les copains se disent, mais c'est ça la bonne idée. On va essayer de commercialiser des bouteilles comme ça remplies d'eau saturée en sel pour inciter les gens à faire leur sel eux-mêmes à la maison et récolter des fonds pour pouvoir aider les personnes polyhandicapées et leurs proches aussi. Et donc, c'est de là qu'est née leur association qui s'appelle Do It Yourself, comme on dirait en anglais, Do It Yourself, faites-le vous-même. Mais là, c'est Do It Yourself, faites votre sel vous-même. Et comment a été accueillie l'idée? Alors, l'idée, regardez, attendez, d'abord, je vous montre ce que c'est. En fait, ils ont fait un petit coffret comme ça, démonstration, assistante. Alors, voilà, ils ont fait un petit coffret comme ça. Alors, ils se sont dit, pour les enfants, on va le vendre. Là, il y a tout un dépliant sur comment ça marche le sel et tout ça, comment on le récupère. Alors là, vous avez à l'intérieur la fameuse bouteille qui contient un demi-litre d'eau ultra saturée. Alors, il ne faut pas le boire, hein, c'est très saturé en sel. Alors là, vous allez vous arracher la Quoique, si je peux me permettre, pour emmener dans le désert, au lieu de prendre des pastilles de sel, ça serait peut-être pas mal. Ah ouais. Peut-être un peu encombrant. Oui, c'est ça. Ah oui. Peut-être encombrant. Et alors ça, en fait, l'idée, vous ouvrez comme ça. Alors ça, pour les enfants, mais je l'ai fait avec les miens, c'est quand même très drôle. Vous versez un petit peu d'eau comme ça, tac, 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 tac. Et là, au bout de, pas tout de suite, hein, mais dans quelques heures ou selon la quantité que vous avez mis, le lendemain, vous avez vos cristaux de sel. D'accord. D'accord. Bah si, je l'ai fait, regarde. Ça, j'ai fait mon propre sel. Attends, je te crois pas. Mais avec cette Tu bouteille. le mets comme ça, t'as rien à faire après. Tu attends. C'est génial. Voilà. Cette bouteille représente ça de sel. Ah non, cette bouteille représente 150 grammes de sel, donc ça te fait un gros paquet de sel. Et ça fait une fleur de sel de Noirmoutier dans les salades ou sur les grillades. Oui. Là, ça te change ton steak. On fait son sel soi-même. Hein? Là, tu leur as fait. C'est de la publicité. On l'a refait, s'il te plaît. Non, juste. non, non, Ça mais te non, change c'est une ton invitation steak. à but. Non, c'est la baseline, je pense. Ça te change ton steak. Ça te change ton steak ou ton poisson ou tout ça. Ils ont mis à l'intérieur
Alors, quand ça s'est évaporé, il y a la petite ételle, ça s'appelle une ételle. On récupère son sel et on le met dans son petit bocal. Et ben, c'est génial. Et on peut la commander sur Internet? Non, ce qu'ils ont fait, dans un premier temps, c'est qu'ils ont vendu ça dans des petits commerces sur Noirmoutier, dans la région nantaise. Ils se sont mobilisés comme des dingues dans cette histoire. Ils ont vendu ça sur des marchés. On les voit sur les marchés, là. Ils se sont mis tous ensemble. Ils ont vendu ça sur des marchés, sur des petits commerces. Tout le monde a mis la main à la pâte au niveau de la coopérative des producteurs de sel de Noirmoutier. Et s'ils sont tous mis, ils ont produit 1200 coffrets comme celui que je vous ai montré. En 3 semaines, ils ont tout vendu. Ils n'ont pas pu répondre à la demande tellement... Bon, le truc valait 10 €. Les gens se sont dit, bon, allez, pour faire un petit cadeau pour les enfants, voilà. Donc ça fait 12 000 €. Enfin, 1 200 € fois 10 €, ben, 12 000 € ils ont récolté. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Alors cet argent, ils l'ont reversé à 4 associations de la région nantaise qui s'occupent de personnes polyhandicapées, comme la petite Alice qu'on a vue tout à l'heure. Et donc là, ils ont décidé de pouvoir financer une poulka. Je ne savais pas ce que c'était. Une poulka, c'était... Tu ne savais pas ce que c'était une poulka? Non, je connaissais la polka. La polka, d'ailleurs. Bah, la pulka, tout le monde sait. Bernard, c'est quoi une pulka? C'est une danse, la polka. Et donc, une poulka, c'est une espèce de traîneau. Parce que je dis souvent une espèce, elle me reprend tout le temps. C'est une espèce de traîneau une espèce de traîneau avec des skis dessous, plus bas, au niveau du sol, pour que les enfants polyhandicapés puissent faire du ski. Et donc l'hiver, ils vont pouvoir faire du ski. Et l'été, on enlève les skis et on fait du ski sur herbe sans les skis. Ouais, c'est pas mal. Ils ont financé un fauteuil qui permet aux enfants de pouvoir aller dans la mer. Un fauteuil spécial pour aller se baigner. Pour se baigner. Voilà. Aussi, là où c'est pas mal, c'est qu'ils ont aussi pensé aux proches. Et des enfants comme Alice, en fait, on passe son temps à les porter, à les déplacer. Eh bien, ils ont payé des formations de kinésithérapie pour apprendre à pas se bousiller le dos, les bons gestes, et voilà, c'est pas mal. Et puis finalement, ils vont écrire en fait un livre blanc qu'ils vont éditer pour pouvoir sensibiliser les décideurs, les pouvoirs publics sur la situation du polyhandicap dans leur région. Donc, ils en ont fait 1200, j'imagine qu'ils vont en refaire. Alors, l'idée, c'est ça, c'est que actuellement, les nouveaux projets, bon, c'est toujours de se retrouver, c'est toujours de boire l'apéro, parce que ça, c'est quand même primordial. Et l'idée, c'est qu'ils vont lancer très bientôt une prochaine production de 1200 coffrets comme celui-ci. Ils ont besoin encore un peu de mécénat, parce qu'il y a des petits commerçants qui les ont aidés. Bon, ils sont encore en recherche de fonds. Et l'idée, c'est qu'ils vont maintenant travailler avec un ESAT. Vous savez, les anciens CAT, Centre d'aide par le travail, pour que ça ait du sens, justement, faire travailler des personnes handicapées, aussi bien sur la conception et la confection du coffret, que sur la vente en ligne, où ces personnes polyhandicapées... Étienne est séduit. Oui. Hein, je vous vois. De toute façon, vous ne pouvez pas me dire non, parce que vous êtes comme ça. Mais c'est ça. Donc vous approuvez. Mais oui, Ah oui, tout à fait. Ah ouais, c'est vraiment, ça va dans le bon sens. Ça aide les gens qui ont besoin d'aide. Ils s'aident eux-mêmes. C'est très bien. Et ça propose à des gens d'aider. Et vous étiez là aujourd'hui pour nous raconter comment finalement le partage, parce que c'est le mot que vous avez choisi, permettait de rendre heureux tout le monde. C'est win-win, comme disent les Américains. C'est tout le monde est gagnant dans cette histoire. Tout à fait. C'est ça qu'on réalise. Mais moi, je suis convaincu, juste pour finir, que ces petites initiatives, 12 000 €, on peut dire c'est modeste, c'est pas beaucoup, mais c'est un vrai projet, et c'est toutes ces petites initiatives comme ça qui, j'en suis convaincu, demain changeront le monde. Ça me va comme formule. Merci beaucoup. Moi, je trouve extraordinaire l'engouement que ça peut susciter dans les gens. Les gens sont prêts à ça. Il suffit du cristal qui va générer après tout ça. Et c'est extraordinaire. Donc ces 3 cas montrent en fait qu'on est tous partants. Ouais. C'est rassurant sur la nature humaine. Merci Joe, avec ces mots extraordinaires. On va rester là-dessus. Effectivement, c'est un peu notre petit plaisir finalement tous les jours depuis le début de la saison de raconter ces initiatives ici ou là qui fonctionnent et qui sont inspirantes. Et donc, ce sont des gens comme ça qui changent le monde. Donc merci les camarades. Avec plaisir. Merci Pascal pour vos éclairages. Et merci à vous d'être venus de Suisse pour nous raconter votre histoire qui est assez unique, effectivement. Et le message, c'est le don d'organes, c'est possible entre amis. Donc vous l'avez fait. Merci sincèrement de nous raconter cette histoire. Et puis on va suivre vos aventures, vos courses. J'espère pour vous, Gérard, que Denis sera moins bon que vous. Parce que là, moi je serais super déçu. Enfin, elle va tout faire pour vous rendre jaloux. Odile, merci d'être venue nous raconter votre histoire. Avec plaisir. Et qui est très inspirante. Merci à tous. Merci à vous pour votre attention. Et on se retrouve
très très vite sur France 2. Pour trouver l'homme ou la femme de leur vie, les invités que nous recevrons demain ont dû faire preuve de patience et quelques sacrifices. J'ai ramé 3 ans. Ça m'a valu beaucoup de moments douloureux, de voir quelqu'un qui vous plaît tant et qui ne vous voit pas. Et aujourd'hui, c'est mon mari, c'est mon époux, c'est mon amour, quoi. Françoise et Bernard partagent tout et se complètent parfaitement. Pourtant, entre eux, aucune attirance physique. Rien ne semble pouvoir entamer leur belle amitié. L'amitié s'est créée, les liens se sont créés. Il me plaisait pas du tout, c'était pas mon genre d'homme, c'était mon meilleur ami. Mais un jour, les sentiments de Bernard vont finir par changer. Il se demande alors comment conquérir le cœur de Françoise, qui le voit depuis toujours comme son meilleur ami. Tous les soirs, je disais, il faut que je lui dise, il faut que je lui en parle. Il y avait aussi cette crainte de, si on passe le pas, on perd l'amitié et on risque de tout perdre. Mais j'ai vu que son attitude envers moi avait changé. J'ai senti qu'il fallait que je fasse un choix. Quand Betty croise pour la première fois Thierry, elle en tombe éperdument amoureuse. Une romance qui restera inaccessible jusqu'à ce mois de juin 2005 où leur destin se scellera. J'ai dit, écoute, si un jour ça te dit, passe boire un verre à la maison. Il est venu avec un beau bouquet de fleurs. À un moment, je me suis dit, oh, il est minuit moins le quart, il faut y aller. On se regarde, on est proches. Il y a une tendresse qui est passée à ce moment-là. Je me suis dit, waouh. Et là, il m'a fait un petit baiser. Et comme il a vu que je ne repoussais pas, donc on a eu un vrai baiser.